Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint cette séance aujourd'hui. Lors de cette séance, nous allons parler des croyances, des convictions et des barrières affectant les femmes. Nous avons vous ici Mamanzi de l'Université de Pretoria. Elle est née tout près de Cape Town, en Afrique du Sud. Elle a étudié à l'Université du Western Cape. Un de ses premiers projets de recherche a examiné le chômage et l'impact sur les hommes. Elle a aussi enquêté sur les réponses des hommes. Elle a étudié dans une école de santé publique. Elle a travaillé sur la transcription, l'analyse des données et elle a travaillé sur des activités liées à la planification familiale et les femmes vivant avec le sida. Elle a commencé à travailler en tant que gestionnaire de projet plus récemment. Elle a été une experte pour un programme ici. C'est un plaisir de vous avoir vu ça pour parler du privilège et juste pour partager, en parlant de privilège, il faut penser à un sujet qui fait référence à certains avantages dans la société ou à un certain prestige que l'on a dans la société en raison de son appartenance à une identité sociale spécifique. Alors, Voyissa, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Kenelway, pour cette présentation. Merci beaucoup. Et bonjour à tous pour nous avoir rejoints. Je suis un peu nerveuse avant même de commencer avec ma présentation. Je souhaitais dire que j'ai assisté à plusieurs séances hier et lorsque je me préparais pour cette présentation aujourd'hui, et aussi pensant à certaines des séances, certaines des conversations que j'ai écoutées hier, parlant des femmes, du genre et l'égalité entre les sexes, je me souviens que j'étais très heureuse à chaque fois que j'ai entendu les mots interconnexion, liaison entre les personnes, lien entre les personnes, inclusivité. Et à chaque fois que l'on a parlé de l'éthique, de la déontologie, des soins. Alors aujourd'hui, si vous vous rappelez d'une chose ou de deux choses de cette présentation aujourd'hui, voici les deux grandes idées que je souhaite que vous retiriez. Le fait de penser à soi-même et son organisation comme étant incomplet et mobile. Incomplet parce que nous cherchons toujours de nouvelles connaissances et de nouvelles façons d'être pour nous améliorer. Cette incomplétude nous pousse à être mobile, mobile en termes de notre curiosité. Le besoin d'être mobile, c'est un moyen de découverte de soi. Nous sortons à la rencontre des autres, comme nous faisons en ce moment. Il faut être mobile dans des manières qui répondent aux besoins du mouvement. Il est important de voir la mobilité comme étant essentielle pour l'égalité entre les sexes dans la société. Donc, ça, c'est ma demande pour vous. Gardez ces deux grandes idées de cette présentation. Kenelway, on peut commencer. Comme Kenelway a mentionné, notre point d'entrée pour la conversation aujourd'hui, c'est le privilège. Nous allons parler des convictions et des barrières affectant les femmes. Il y a deux volets de cette présentation.
j'ai accédé à des données de la part d'ONU Femmes et aussi des informations sur les progrès sur les ODD, surtout euh, le tour d'horizon sur les données liées au genre de 2022. Donc, cela nous donne une idée de la situation des femmes et des filles dans notre société aujourd'hui. Donc, ce sera la première partie de la présentation. Cela va nous donner un tour d'horizon pour nous aider à comprendre la situation actuelle. Dans la deuxième partie, nous allons parler euh, du privilège lié au genre, surtout le privilège masculin dans notre société. Et d'une certaine manière, nous allons mettre en lumière certaines des normes sociales renforçant les inégalités entre les sexes. Alors, que disent les données? Les données démontrent que le monde n'est pas en passe d'atteindre l'égalité entre les sexes d'ici 2030. La représentation des femmes dans les postes de pouvoir et de décision reste en dessous de la parité. La représentation politique et économique reste loin d'être égale. Au niveau national, les femmes ne détiennent que 26,4% des sièges parlementaires au niveau mondial. Dans le secteur économique, selon les données de 2020, les femmes ont détenu 28,3% des postes managériels. Il est estimé que 736 millions de femmes ont connu des violences physiques et sexuelles au moins une fois dans leur vie. Un rapport a estimé que nous sommes à 21 ans d'atteindre des lois universelles bannissant les violences contre les femmes et 286 ans euh, de- d'atteindre l'égalité entre les sexes dans les cadres juridiques. Les discriminations basées sur le genre ont affecté les femmes et les filles dans les lieux de travail, dans la politique et à la maison. Dans certains pays, la discrimination existe dans la loi, empêchant les femmes, par exemple, de participer à certaines professions. Et puis aussi, l'écart de paix entre les sexes empêche aussi les femmes de vivre en égalité. Il faut deux types de changements pour alléger ce fardeau. Il faut changer les rôles traditionnels liés au genre et les hommes et les garçons doivent accepter leurs responsabilités pour les tâches ménagères. Alors, le privilège lié au genre, c'est un des défis clés. Une meilleure compréhension de cette question peut aider à équilibrer le terrain pour atteindre l'égalité entre les sexes. Alors, comment fonctionnent les privilèges et comment est-ce que les hommes tirent des bénéfices de ce privilège? Selon Alan Johnson, le privilège, c'est un avantage qui n'est pas mérité, qui est exclusif et conféré socialement. Alors, je vais me focaliser sur ce terme pas mérité. Donc, c'est quelque chose qui vous est donné, qui vous est attribué sans rien faire. Une famille, un lieu de travail, une société, c'est un système de privilèges et un système organisé autour de trois principes de base. La dominance, donc dans le système de privilèges masculin, par exemple, le système est dominé par les hommes. Cela veut dire que par défaut, les hommes occupent les postes de pouvoir. Identification. L'identification des hommes pourrait signifier que une société ou un lieu de travail définit homme comme étant la norme, comme
la plus grande forme d'excellence ou comme la première catégorie humaine. Et puis, la centricité. La centricité masculine met les hommes au cœur des préoccupations. Donc, par exemple, les magazines d'affaires. Dans les magazines d'affaires, les articles vont donner des hommes comme étant des experts. Ou bien on va avoir des personnages principaux masculins dans les films. Cette centricité met les hommes en lumière comme étant les exemples de succès et de pouvoir. Alors cet avantage n'est pas mérité dans le sens que l'on ne doit rien faire pour recevoir ce privilège. Il, il existe simplement tout seul. L'avantage est créé socialement. Les hommes ne sont pas biologiquement déterminés pour devenir leaders. La société a décidé que les hommes sont plus propices à être leaders sur la base des idées de tradition, de culture et de foi. En général, les hommes ont plus d'avantages et de pouvoir dans les domaines sociaux, culturels, économiques et confessionnels et politiques. En général, les femmes ont moins d'accès à ce genre de pouvoir. Il existe des exceptions, bien sûr, mais le privilège fonctionne pour faire en sorte que le succès masculin est plus probable et le succès des femmes plus exceptionnel. Nous ne pouvons pas être neutres par rapport au privilège parce que c'est un phénomène embarqué dans la société et dans nous-mêmes. Cela existe si nous le voyons, si nous le vivons, et il est beaucoup mieux de nous suggérer de reconnaître le privilège et de faire quelque chose pour y répondre. Merci. Merci, Vouissa. C'était une très belle présentation qui a touché à beaucoup d'informations sur le privilège. Cela nous aide à comprendre la situation entre les hommes et les femmes. Et l'essentiel pour moi, c'est le fait que le privilège n'est pas mérité. Vous avez parlé des hommes spécifiquement et le privilège masculin, mais ce qui m'intéresse, c'est un sujet qui existe depuis longtemps. Pourriez-vous parler en parlant de privilège blanc? Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais respirer un bon coup. Merci pour cette question, Kelly. Donc oui, c'est une question difficile. Il est difficile de répondre à cette question, surtout en tant que femme noire. Et je vais être honnête. Pour moi, ça me met un peu mal à l'aise. Je me souviens, dans une discussion de panel hier, un des intervenants a dit que parfois, il est facile de confronter ou de parler d'un sujet avec quelqu'un qui vous ressemble. Et je sais, dans cet espace, nous avons tout le monde. Et je me demande, est-ce que je suis la bonne personne pour m'exprimer sur le privilège blanc? Donc, toutes ces questions, tous ces sentiments me reviennent et je me suis dit, bon, je vais partager le fait que je suis mal à l'aise. Je pense qu'il est important d'avoir ce genre de conversation franche et la transparence est importante. En parlant du privilège, j'apprécie le travail de Jabali Mangani qui a affirmé que pour tous les êtres humains dans le monde, il existe
deux schémas pour l'existence, un schéma individuel et un schéma sociologique. Alors pour moi, personnellement, mon, mon schéma me donne une conception de moi-même. Je me vois comme étant travailleuse, honnête, je me vois comme étant responsable, mais il y a un autre schéma lié. C'est un schéma qui ne m'appartient pas, qui est imposé par la société. Et c'est ce qu'il appelle le schéma sociologique. Il y a un une certaine vue sur vous, sur moi. Moi, en tant que personne noire, cela ne correspond pas à mon schéma personnel. Alors, en tant que personne noire, l'on me voit d'une certaine manière. En Afrique du Sud, l'on me dit que je suis paresseuse, que je suis disposée à mentir, que je suis intellectuellement de telle façon. Donc, il existe ces différents schémas. Et effectivement, le monde va interagir avec moi en tant que personne noire selon ce schéma sociologique. Et donc, déjà, vous voyez qu'il existe un conflit entre le schéma individuel et le schéma sociologique. Alors, lorsqu'une personne dit je, elle évoque beaucoup plus. Lorsque c'est une personne blanche qui dit je, on pense aux personnes blanches en général. Lorsque vous voyez une personne blanche, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez une capacité intellectuelle supérieure, à une personne très qui connaît beaucoup en matière de la culture, euh, qui est honnête, etc. Donc, ce sont des schémas qui sont construits au cours du temps grâce à systèmes de connaissances. Je pense que nous pouvons avoir une conversation sur le privilège blanc. J'aime lancer la discussion en disant que moi, en tant que femme noire, instruite, je vis en Afrique du Sud et je reconnais que j'ai un pouvoir. J'ai du pouvoir. Il y a des différents types de pouvoir et il y a des nuances. Moi, je peux accepter que j'ai un privilège en Afrique du Sud aujourd'hui. Aujourd'hui, il est possible de vivre en Afrique du Sud et d'être une personne noire qui est instruite, intelligente. Et je dois reconnaître cela tout de suite. Et cette reconnaissance est puissante. Je peux ensuite avoir une discussion des privilèges parce que j'ai déjà reconnu les privilèges qui sont les miennes. Nous pouvons ensuite tous reconnaître notre propre privilège. Merci beaucoup pour cette discussion. Comme vous avez dit, cela commence avec l'individu et puis s'étend vers toute la société. Je pense que dans la société, il faut penser des organisations. Lorsqu'on parle d'organisation, on peut penser au chemin vers le 18. Nous parlons de choses réelles qui ont un impact réel sur les gens. Donc, à votre avis, comment faire face aux privilèges basés dans le genre dans les organisations? Tout a des effets euh, importants au-delà des effets immédiats. Alors, que pouvons-nous faire pour
nous atteler à cette question de privilège de sexe ou de genre. Dans mon introduction, j'ai parlé un peu de ce sujet parce que j'ai fait référence aux conversations que nous avons eues hier. Nous avons parlé de l'interdépendance, l'interconnectivité, le capital humain et l'inclusivité. Je pense qu'il est important pour les organisations de commencer à avoir ce genre de conversation en interne. Nous devons examiner sous tous les angles les différents points dans le privilège basé dans le genre et le sexe. Et donc, sur le lieu de travail, nous devons comprendre les racines, les causes sous-jacentes de ces inégalités entre les sexes. Et encore une fois, l'un des aspects clés sont les rôles des différents sexes dans la société. Depuis des décennies, des justifications sociales ont été utilisées pour limiter les femmes et leur accès au lieu de travail et à toute l'échelle hiérarchique dans les entreprises. Nous devons donc être conscients de comment cela se manifeste dans notre organisation. Alors, il faut une conversation et je pense que ce n'est pas une conversation annexe, c'est une conversation qui devrait être au cœur de une organisation et cela devrait faire partie de la culture de l'organisation. Ces conversations peuvent nous aider à comprendre comment ces normes sociétales pour les sexes ont été acceptées au sein de l'organisation. On parle des choses qui sont pris comme normales, comme par exemple la répartition des tâches ménagères. Souvent, les femmes font la plupart des tâches ménagères et cela limite le temps que les femmes peuvent dédier à leur carrière. Et je pense que cela peut éclairer aussi comment les normes basées dans le genre peuvent avoir un impact. Par exemple, souvent, on s'attend à ce que les hommes gagnent plus d'argent pour souvenir aux besoins de leur famille. Alors, nous pouvons parler avec ces hommes-là pour parler du stress que cela évoque. Quel est le vécu d'un tel homme qui connaît de telles pressions? Voilà certaines stratégies que les organisations peuvent utiliser pour comprendre un peu mieux toutes ces questions de privilèges basés dans le genre et dans le sexe. Je pense que je pense qu'il est important pour les organisations de vraiment écouter les femmes. Et les femmes doivent parler avec ceux qui sont en position d'autorité. Et je pense qu'il faut vraiment parler aux hommes de ces questions de genre et cela de manière assez agressive afin d'avoir un impact sur leur travail et la manière dont ils travaillent. En plus, je pense que nous devons nous divorcer de la patriarchie parce que ce n'est pas seulement une question d'hommes. Les femmes font également partie de la patriarchie. Il s'agit d'un système et nous
En tant que femmes, nous faisons partie de ce système. Merci beaucoup. Excusez-moi, ma collègue vient de m'offrir une bouteille d'eau. Oui, pour ajouter à ce que vous venez de dire, nous faisons partie du système, nous collaborons avec le système. L'une des stratégies dont nous parlons souvent, c'est euh, l'identification de ces questions de genre et comment les inclure dans une organisation. Parce que souvent, ce sont des questions qui sont invisibles. Les gens ne voient pas forcément les impacts positifs ou néfastes. Le privilège, ce n'est pas négatif en soi-même. Dans l'organisation, il faut comprendre voici mes privilèges et donc voici comment je peux euh, les instrumentaliser pour aider, pour euh, enseigner, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre, il est important d'en parler et je pense que cette question de genre doit être inclue pour comprendre tous les facteurs, tous les éléments qui y sont associés. Si, par exemple, il y a une personne noire qui prend un taxi pour venir au travail d'assez loin, et s'il y a moi qui prends ma voiture, ça va faire une différence entre nous. Je vais peut-être pouvoir me lever un peu plus tard, je serai moins fatiguée et tout cela doit être pris en compte. Et heureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne faisons plus la navette parce que tout le travail est virtuel, mais c'est quelque chose à considérer quand même. En parlant du privilège des hommes et de la patriarchie et le système patriarcal, certains d'entre nous, nous collaborons avec le système patriarcal. Toutes ces conversations pourraient être liées au rejet de la dominance, non seulement la dominance masculine, mais la dominance en général, la dominance tout court. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Comment pouvons-nous parler avec les hommes sur l'égalité des sexes et le privilège masculin? Comment pouvons-nous avoir cette conversation avec des hommes qui sont déjà dans le domaine, qui font le travail? Je pense qu'il faut de l'empathie et des affirmations pour ces hommes qui sont déjà là, déjà présents à faire le travail. Pourquoi? Parce que nous voulons que ces hommes soient convaincus pour ensuite aller parler avec d'autres hommes, pour les convaincre de rejoindre la conversation, pour aider à l'éradication de l'inégalité des sexes. Parce que nous savons que lorsque nous parlons de ce genre de travail, de ces efforts, lorsque nous avons ce genre de conversation, la plupart du temps, le fardeau est aux femmes. Et ces questions de genre ne sont pas limitées aux femmes. Lorsque l'on parle de l'égalité des sexes, c'est quelque chose qui va bénéficier à tout le monde. C'est donc un travail qui concerne nous tous parce que tout le monde peut bénéficier de ces effets. Merci beaucoup. Et pour terminer notre séance, je pense qu'il est important de se souvenir que c'est un privilège d'avoir des alliés masculins surtout. Donc, c'est formidable et nous devons continuer à impliquer tout le monde dans ces efforts d'égalité des sexes. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cette séance. J'aimerais remercier nos sponsors pour le soutien et pour
avoir aidé avec des invités. Merci à tout le monde et au revoir.